et puis M. Sesanga pour partager quelques mots avec nous. Vous pouvez prendre la parole. Ça marche. Merci beaucoup, Peters. Mes chers amis, nous sommes quelque peu, j'allais dire, désarticulés. Je vais vous expliquer. Nous demandons si c'est un débat entre nous Congolais ou c'est une séance pour nous adresser à nos amis européens. Cela est important parce que ce qu'on dit ou ce qu'on doit dire, je pense, c'est donc qu'on s'adresse à eux ou qu'on parle entre nous. Deuxièmement, nous aurions souhaité, mon collègue Sesanga et moi, avoir les éléments de construction d'une autre perspective. Nous avons eu le privilège, lui et moi, tous les juristes, d'être jusqu'à présent au cœur du dispositif des négociations du côté du rassemblement. Nous allions être aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, qui est le président du rassemblement, mais il y a d'autres contraintes politiques qui ont fait qu'il n'a pas pu voyager hier. Ça ne sert à rien de vous prendre du temps. Je regarde, nous avons plus que 29 minutes pour atteindre la 9h. Et nous allons peut-être essayer très rapidement de donner quelques petits éléments. S'il était préférable pour nous que nous puissions engager une discussion avec vous les Congolais pour nous expliquer, parce qu'il y a beaucoup de remarques qui nous sont faites par des Congolais à bon droit, nous ne sommes pas de parfaits, et pour aussi entendre ce que vous voulez. Cette communication nous paraissait importante. On espère que nous pourrions peut-être entre nous essayer de structurer quelque chose dans ce sens-là. Parce que c'est très important. Nous sommes à une phase décisive. Ça passe ou ça casse. Vous prenez 58, tout le combat pour les libertés. Vous prenez la conférence nationale, Sun City avec la Constitution. On a mis en place un ordre politique assis sur une Constitution. Où la Constitution est sauvée, on tourne la page. Maintenant, j'ose même dire que tout ce qu'on a fait au cours des 30-50 dernières années est en train d'être soumis sur un tamis pour voir qu'est-ce qui va rester. Ou alors, ça n'est pas ça, et on retourne à la case départ. Et donc, il est nécessaire qu'on communique un peu plus avec vous, surtout nous qui avons la responsabilité finalement de conduire in concreto ce qu'on veut. Ce n'est pas le cas. Moi, je vais vous donner quelques petits éléments d'appréciation et Deli, c'est Sanga, va essayer très rapidement, parce qu'on va faire 22 heures, vous donner les éléments concernant la situation, les enjeux actuels. Pourquoi le rassemblement tient à l'accord? On nous dit que nous nous battons pour les postes, qu'on a oublié les intérêts de la population, qu'on ne veut pas des élections. Deli va rapidement essayer de donner des éléments d'appréciation. Pour ma part, première question, l'Union africaine. Nous ne pouvons pas nous attendre à quoi que ce soit de l'Union africaine. Et tout le monde est d'accord avec moi. Voilà, c'était connu. Ça, c'est très clair comme de l'eau claire dans un verre clair. On a connu, dans le président Moutou, moi-même, votre frère, j'étais aux côtés de Monseigneur Mitsengo. Nous avons reçu Salim et Ahmed Salim, secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine. Il est venu. M. Monseigneur et moi, nous avons parlé avec lui. J'ai présidé la commission de transition à la CNS. Il est parti voir le président Mobutu. Puis après, il a pris son avion. Il n'est plus jamais revenu jusqu'au départ du président Mobutu. On a connu Kodjo, plus de 10 millions en fumée. Absolument rien. Et vous suivez les déclarations de représentants spéciaux. Maman Sidikou. Et puis le représentant de l'Union africaine, qui est son ancien directeur de cabinet. Ils sont tous nigériens. D'ailleurs, il était ambassadeur ici. Vous avez suivi, quelqu'un en a parlé ici.
Mais ce qui est plus dangereux, c'est ceci. Je voudrais dire ça aux amis européens. Premièrement, dans sa stratégie, le président Kabila joue systématiquement l'Afrique contre les Nations Unies et contre l'Union européenne. De sorte que les organisations régionales et sous-régionales africaines deviennent en faire le bouclier. Et vous comprenez pourquoi on nous a annoncé hier les sommets de la CEAC, les 28 et les 29. Si vous lisez le communiqué, le communiqué final, qui a été lu, je crois, avant-hier, à Libreville, vous allez voir déjà ressortir ça. Nous avons été avec la SADC, Denis et moi, nous étions là avec d'autres, et curieusement, le communiqué que la SADC sort, c'est totalement à l'antipode de notre entretien. Quand la résolution 2277 sort, c'est Zuma qui prend le contre-pied. La 2348 sort et on fait le tour maintenant pour que l'Afrique réagisse en disant oui, il y a de bonnes choses qui se font ici, l'Afrique aux Africains, la souveraineté. Il faut faire attention à ça. Là, l'Union africaine est plus que dangereuse pour la République. Deuxième élément, et c'est le piège dans lequel vous tombez, collègues parlementaires, le principe de la subsidiarité. Lorsque dans la résolution 2277, le Conseil demande au secrétaire général d'user de ses bons offices pour dénouer la crise au Congo, l'Union africaine, l'Union européenne se décharge, non, les Nations Unies, le secrétaire général Ban Ki-moon, et l'Union européenne se décharge sur l'Organisation de l'Unité africaine. Ça, c'est Kojo. C'est comme ça que Kojo est arrivé aussi. Cautionné, parce qu'on a invoqué la subsidiarité. Maintenant, nous sommes dans la 22, 23, 48, la résolution. Les dangers que l'on voit venir, c'est encore la même chose. L'Afrique aux Africains, souveraineté, principe de subsidiarité, on charge la CEAC, et la CEAC c'est l'Afrique centrale. Vous connaissez ce que c'est que l'Afrique centrale. On charge la SADC, et chez vous ici, vous allez dire non, ce sont vos problèmes. Vous oubliez que nous avons l'accord de partenariat de Cotonou, l'article 8 et l'article 9. Vous oubliez que dès le premier article, la Charte des Nations Unies accorde une importance particulière aux droits de l'homme, aux libertés fondamentales. Vous oubliez que la MONUSCO est là, chapitre 7, et j'en passe. Voilà le problème de l'Union africaine. Donc ça devient un danger pour nous, et je voudrais vraiment qu'on y réfléchisse. Deuxième élément, nous nous diabolisons beaucoup, nous nous culpabilisons beaucoup. Crise morale, crise de ceci, crise de cela. Sous le terrain, nous pouvons vous dire, c'est ça et moi, que si les élections ont eu lieu, il n'y aurait jamais eu la crise actuelle. Il ne faut pas qu'on se culpabilise, qu'on se trompe de cible. C'est parce que Joseph Kabila n'a pas voulu, ne veut pas quitter le pouvoir, qu'on n'a jamais eu les locales et les municipales, qu'on n'a jamais eu les provinciales et sénatoriales, parce que les sénateurs et les députés provinciaux ont fait 5 ans. Ça se préparait. Si vous voyez les débats parlementaires, vous trouverez nos interventions sur la question. On a dit, attention, on termine les législatives, la présidentielle avec toutes les contestations, nous avons 5 ans, organisons ça. On voulait créer un précédent. Donc, il y a d'abord le problème de construire le leadership national. C'est ça. Ne nous culpabilisons. Là, le côté moral, ça se construit. Mais n'oubliez pas que le politique tient le tout à l'État. Vous comprenez? Et ça me permet d'entrer immédiatement sur la société civile. C'est un débat qu'on a eu ici. Moi, je l'ai eu pendant 20 ans à l'Assemblée parlementaire paritaire, ACP Union européenne. J'ai toujours dit aux Européens, notre société civile n'est pas la vôtre. J'ai présidé la commission de Toulouse.
J'ai travaillé ici avec 1111, avec Global Witness et d'autres ONG britanniques et belges. Au Congo, il n'y a aucune ONG qui a été en mesure de travailler avec ma commission sur le contrat minier. Ils ne sont pas outillés, ils n'ont pas les mêmes facilités au niveau des autorités. Et puis, il ne faut pas séparer la société civile de la classe politique. Ça se faut et archi-faux. La société civile a des limites, et ce n'est pas pour rien que chez vous, en Occident, dès que quelqu'un entre en politique, il quitte la société civile. Il faut construire le leadership national. Il faut un État au Kivu, il m'a soufflé tout à l'heure. Il n'y a pas au Congo une province ou un coin qui a une société civile plus forte que l'Est qui est le Kivu. Mais parce que l'État est absent, parce que le leadership national est absent, vous savez ce qui s'y passe. Kasai central, c'est l'absence de l'État. Donc il ne faut pas toujours évoluer en faisant croire que la société civile, c'est le salut. Non, elle porte les mêmes tares que nous, la classe politique. Moi, j'ai commencé à la société civile. Il le connaît bien. Donc, je voulais apporter cette précision. Alors, il y a le patriote qui a dit 39 policiers. Vous avez parlé de ce qui s'est passé à Paris, ce croyez, ou avant-hier. Mais vous avez oublié un détail. L'État, le gouvernement, a organisé les funérailles et tout le monde est venu. On nous a dit qu'il y a eu 39 policiers qui ont été tués. Mais ceux qui ont annoncé n'ont jamais fait comme s'ils étaient tués. Il y a quand même un problème. Nous avons demandé qu'on nous dise qu'ils étaient tués, oui ou non. La famille. Ce sont des policiers, ce ne sont pas des citoyens anonymes. Il faut nuancer aussi certaines choses. Là, je crois qu'il y a un problème d'information. Et je vais terminer. Les sanctions. J'ai comme l'impression qu'il y a un consensus. Tant mieux. Chers collègues, vous vous rappelez ce que j'ai dit ce matin. Aujourd'hui, il y a la résolution 2248. 23. Qui est allé loin. Qui a même dit qui est sanctionnable. Celui qui pose les actes et qui tient des déclarations. Qui bloque le processus. Qui bloque l'accord. Que cherche-t-on encore? Je vous ai dit, pas de sanctions signifie complicité. C'est ça? Les autres vont nous dire, bah, écoutez, criez comme vous voulez, ben on négocie les affaires. Vous avez parlé de la diplomatie secrète. Nous ne ferons rien du tout. Dites ce que vous voulez, l'Union européenne, c'est bien. Mais bon, on va appeler le chef de l'État, on va appeler tel ministre. Il n'y aura pas de sanctions, donc ils sont d'accord avec nous. Sanctions, c'est un problème de justice. Nous partageons les mêmes valeurs. Je vous rappelle l'accord de partenariat de Cotonou. Depuis Yaoundé, depuis Lomé, qu'on a commencé cette coopération. Article 8, les fondamentaux, l'état de droit, droits de l'homme, liberté fondamentale, démocratie, alternance. C'est ça Cotonou. Ok? Et on partage ces valeurs-là. Ce n'est pas compréhensible que ceux qui violent cela, ces fondamentaux, trouvent de la place dans votre société. Ils disent souveraineté. Mais attention, souveraineté, ce n'est pas laissez-nous tuer, bâillonner, réprimer à huis clos. Et vous savez que nous avons des mécanismes de dialogue et de contrôle. Donc, la justice la plus élémentaire exige que ceux qui violent le fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on peut descendre charte africaine des droits de l'homme, des peuples, démocratie, élection, gouvernance et ainsi de suite. Eh bien, ils doivent être sanctionnés. Et enfin, ils sont libres, les autres Congolais sont réprimés. Comment allez-vous arrêter alors ce qui se passe? Voilà la question.
Donc la question de sanctions, vous avez appliqué les sanctions au régime du président Mobutu. Je connais bien parce que je venais à l'Assemblée parlementaire de la CPI. Il ne faut pas deux poids, deux mesures. Il faut continuer. Donc moi, je termine. Je voulais m'adresser à vous et apporter ces quelques précisions sur les débats. Je laisse la parole à Denis, en espérant que nous devions avoir une séance pour écouter ce que veulent nos compatriotes. Que nous reprochent-ils? Voilà, la balle est dans votre camp. Il y a beaucoup merci. Donc, j'ai juste deux petits mots par rapport à ce qui a été dit un peu dans la suite de ce qu'a énoncé Christophe. Le comportement déviant d'un seul ne doit pas nous faire réfléchir comme si c'est toute la société qui était de la crise morale. En fait, nous nous sommes retrouvés il y a une dizaine d'années et nous nous sommes rendus compte de la situation qui était dans notre pays et nous nous sommes dit on va mettre en place un modèle de démocratie et qui était fondé sur quelques axes principaux. Et ces axes n'ont pas été décidés par Kabila, mais nous avons tous décidé ensemble. C'était quoi? On n'avait plus d'armée, il fallait en créer une. On n'avait plus de justice, il nous en fallait une indépendante. Et on s'était rendu compte que l'immensité du territoire national exigeait une décentralisation, et nous en avons voulu. Et nous nous sommes dit, au fond, si nous faisons la guerre chez nous, c'est parce qu'il y a une crise de légitimité. Et donc on va enraciner dans la Constitution les mécanismes qui vont permettre l'alternance. C'est Kabila seul qui s'est mis sous un mode de fonctionnement déviant par rapport à ce modèle. Ce modèle qui devait, au cours de 10 ans, être consolidé et nous permettre de sortir en fait de notre cycle habituel. Et cette responsabilité est grande. Pourquoi? Parce qu'elle a fini par faire croire à certains de nos compatriotes, et je crois que c'est ce qui est sous-jacent à certaines questions qui ont été posées ici, disant, mais vous dites qu'il faut prendre des sanctions, mais ces sanctions ne suffisent pas. Ne faut-il pas aller plus loin? Je comprends les sous-entendus de ces questions. On était sortis de ces modèles-là et le système a été mis en faillite, une faillite économique, créée par une mauvaise gestion pendant 10 ans, gâchis des opportunités qu'il y avait. Faillite des institutions, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus une seule institution qui fonctionne, et faillite sécuritaire, parce que nous parlons de la situation du Kassai. Il y a environ 10 000 hommes qui ont traversé du Sud-Soudan, qui se baladent, que personne ne contrôle aujourd'hui dans la zone de l'Itourie. J'y étais encore il y a une semaine. Il y a la situation à la frontière avec le Centrafrique, avec des camps de déplacés que personne ne contrôle. En Angola, je parlais avec le ministre angolais des Affaires étrangères, il disait, dans la ville de Tundo, aujourd'hui c'est 15 000 Congolais, et il en traverse presque chaque jour 500 nouveaux qui y vont. Il y a un camp de réfugiés. Ça veut dire que à la frontière entre l'Angola et la RDC se crée, comme dans les années 90, un camp de réfugiés comme il y en avait en Mugunga et à l'est du Congo. Mais sauf qu'aujourd'hui, ces camps sont en Angola et menacent la sécurité de l'Angola. Et l'Angola, aujourd'hui, prend au sérieux cela. Je pense que l'Afrique n'apportera pas de solution à la crise congolaise. Par tradition, les Africains ne font pas de diplomatie préventive. C'est lorsque les conflits surviennent et qui sont réellement ouverts sous le mode de la violence que la diplomatie africaine s'agite pour agir. Mais lorsqu'il s'agit d'anticiper, de prévenir, jamais la diplomatie africaine n'a été efficace. Et donc je pense qu'il faut rien fonder là-dessus. Et donc nous, quand nous nous sommes retrouvés, c'est vrai que beaucoup nous l'ont reproché. On dit, dans une certaine mesure, l'accord du 18 octobre, l'accord du 31 a été le prolongement de la stratégie de glissement de Joseph Kabila. Peut-être l'a-t-il utilisé de cette manière-là, mais l'accord du 18 octobre,
c'était l'une des options à une alternative. C'est soit les chaos, le pays verse dans la guerre civile et la menace continue d'exister. Le Congo peut à tout moment verser à nouveau dans une guerre civile, dans un conflit ouvert qui sera autrement plus violent. Moi, j'ai l'avantage d'avoir fait la rébellion. Je sais ce qu'il a coûté, je sais quand vous avez démarré, les dégâts que cela comporte. Nous avons, en âme et conscience, considéré qu'en toute responsabilité, on pouvait trouver une solution pacifique à la crise, en usant de pression au niveau de la sous-région, en mobilisant la population congolaise, à l'intérieur comme à l'extérieur, et le levier de la communauté internationale pour dire on met en place un dispositif. Mais aujourd'hui, ce dispositif est mis à rude épreuve par le faible engagement de Kabila pour qu'il soit appliqué. Que faut-il faire? À mon avis, la même chose que nous avons faite lorsque, après les 18 octobre, il a voulu avancer tout seul dans un schéma qui consacrait plus les glissements qu'autre chose. C'est que les gens ne disent pas. L'initiative de la CENCO n'était pas une initiative des gaietés de cœur de Joseph Kabila. C'est la sous-région. C'est l'AMOLA, le CRGL qui ont demandé à ce qu'on reprenne les discussions sous un mode inclusif pour arriver à un accord qui pouvait résoudre les problèmes. Aujourd'hui, on est encore dans le même cas de figure. Si certains pays, notamment l'Angola, poussés également par la communauté internationale, ne s'impliquent pas davantage pour dire là il y a une menace réelle à la sécurité sous-régionale, en sus des sanctions de tout ce que l'on peut faire, alors on ne laissera pas au Congo d'autre choix que de verser dans une violence forte, brute, et qui va se traduire par une guerre civile. Parce que quand on circule à travers le Congo, on trouve très peu de gens aujourd'hui acceptant que le pouvoir de Joseph Kabila puisse continuer. Il y a très peu de gens qui acceptent que la perspective des élections, parce que quand on parle des élections, les gens nous disent, mais vous voulez le gouvernement et vous avez oublié les élections. C'est parfois les reproches qu'on nous fait. Mais il ne s'agit pas d'accepter n'importe quelle élection. Il s'agit d'aller dans une élection qui ne soit pas pipée par le pouvoir, où Kabila va se reproduire d'une certaine façon. Parce que nous savons que si nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous aurons à confronter ces problèmes demain. Et pour l'éviter, nous nous sommes donné des mécanismes pour pouvoir y aller. Et si le pouvoir de Joseph Kabila insiste pour avoir le full contrôle de tous les leviers institutionnels, de la CENI, sécuritaire pour aller aux élections, c'est bien parce qu'il ne veut pas que l'alternance puisse avoir lieu, que les élections soient réellement libres et que, au fond, même la participation de tous les candidats à cette compétition électorale ne soit pas garantie, ce qui explique par exemple que le cas de Moïse Katumbi, dont le dossier a fait l'objet d'enquête par la CENCO et qui est vide, continue aujourd'hui à poser problème. Donc, nous avons besoin que sur ce point, la communauté congolaise, aussi bien à l'étranger qu'à l'intérieur du pays, continue à soutenir le principe d'application de l'accord. Je pense qu'on n'a pas épuisé tous les moyens de pression et qu'on puisse y aller dans un équilibre qui soit garanti entre le camp présidentiel de Joseph Kabila et le camp de l'opposition. En ce qui nous concerne, au niveau du rassemblement, nous voulons et nous allons continuer à faire cette pression aussi bien à l'interne qu'à l'externe, sans jamais flancher dans la crise morale à laquelle vous avez fait allusion. Donc, si nous avons d'autres moments, peut-être nous aurons l'occasion d'approfondir un peu plus en détail l'ensemble de ces problématiques, mais c'est l'enjeu majeur aujourd'hui, cette mobilisation autour de cet accord qui reste la seule feuille de route crédible pour une issue pacifique à la crise créée par un seul Joseph Kabila. Merci.